Bonjour à tous, comme vous le savez, la loi du 29 juillet 2011 a remanié l'ISF. Alors, pour tout savoir sur les principaux changements à prendre en compte, la rédaction des éditions Francis Lefebvre publie un nouvel ouvrage, l'ISF après la réforme, en collaboration avec Bruno Gouttière et Jean-Yves Mercier, deux avocats associés chez CMS Bureau Francis Lefebvre. Mais regardons tout de suite plus en détail cette refonte de l'ISF avec Jean-Yves Mercier. Jean-Yves, bonjour. Bonjour Isor. Alors tout d'abord, pourquoi avoir fait évoluer l'ISF ? Le barème de l'ISF, établi en 1989, était devenu totalement anachronique. Songez que, à l'époque, le rendement annuel des actifs était à deux chiffres, de l'ordre de 13 à 15%, et le taux supérieur était de 1,5%, 10% du rendement. En 2010, le rendement des actifs n'était plus que de 3 à 4%, et le taux supérieur de l'ISF était de 1,8%, c'est-à-dire la moitié du rendement. Donc il fallait le faire évoluer. On avait dû, pour endiguer les excès de l'ISF, trouver des stratagèmes. On avait inventé le plafonnement. On avait ensuite inventé le bouclier fiscal. Mais ces deux formules étaient totalement malsaines, car elles ne sauvaient que des contribuables qui recherchaient à ramener leurs revenus à la proportion congrue pour se libérer de leur ISF. C'était donc un système perdant-perdant pour l'État. Enfin, tout de même, avec cette réforme, ça change rien au fait que les ménages assujettis à l'ISF pourront encore faire de l'optimisation fiscale. Bien sûr, il y a plusieurs solutions pour atténuer l'ISF. La solution qui consiste à s'appauvrir. On peut donner à ses enfants. Donc des donations. On peut aussi faire des donations de tranches d'usufruit à ses enfants, pour transférer temporairement le revenu des biens aux enfants et soulager ainsi l'ISF des donateurs. On peut aussi, évidemment, lorsqu'on est chef d'entreprise, se maintenir aux commandes pour préserver son exonération des biens professionnels. On peut investir dans de la nue propriété aussi. Il y a 1000 solutions. Mais quels sont les grands axes de cette réforme alors ? Les grands axes de cette réforme, c'est revenir à un taux d'imposition qui colle au rendement des actifs. Deux taux d'imposition subsistent. Un taux de 0,25% sur la valeur intégrale du patrimoine pour les titulaires d'un patrimoine inférieur à 3 millions d'euros et un taux de 0,50% pour ceux qui ont au moins 3 millions d'euros. Alors parmi les principaux sujets traités, il y a notamment les pactes Dutreil. Alors quelle est l'évolution majeure là-dedans ? Les pactes Dutreil permettent, vous le savez, l'exonération des 3/4 de la valeur des titres. Et ça fonctionne autour d'un engagement collectif de conservation qui doit être souscrit par des actionnaires réunissant ensemble 34% pour une société non cotée. Le danger de ces engagements, c'est la défection d'un associé, d'un souscripteur, qui décide de céder ses titres et qui fait plonger le niveau des titres maintenus sous engagement au-dessous du seuil requis de 34%. L'apport de la loi de juillet 2011, c'est d'avoir autorisé la venue d'un nouvel associé dans l'engagement Dutreil, ce qui n'était pas possible précédemment. Et ce qui permet de ne pas pénaliser en fait les autres associés. Exactement. D'accord. Et par contre, le nouvel associé, le nouvel entrant doit tout de même rester durant toute la durée de son engagement. Il doit rester pendant toute la durée de son engagement et il doit même rester 6 ans à compter de la date à laquelle il a adhéré à l'engagement en cours. Alors voyons maintenant au niveau purement pratique, avec cette nouvelle loi du 29 juillet 2011, est-ce que la déclaration d'impôt est simplifiée pour les ménages ? La déclaration est simplifiée à l'extrême pour les titulaires des patrimoines inférieurs à 3 millions d'euros, puisque les intéressés n'auront plus à souscrire la déclaration détaillée de leur patrimoine et se borneront à porter sur leur déclaration de revenus une indication, le montant net taxable de leur patrimoine, un chiffre. Donc c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, mais c'est plus simple en apparence, parce qu'il y a ce qu'on dit immédiatement à l'administration, mais il y a ce qu'on va devoir prouver plus tard. Et les redevables concernés ne devront pas manquer de continuer à procéder comme avant, à faire une évaluation estimative de tous leurs actifs et de leurs passifs, pour que le moment venu, s'ils sont interrogés... En cas de vérification. Bien sûr, ils puissent établir que le chiffre synthétique qu'ils ont déclaré correspond à la réalité de leur situation. Donc même si c'est simplifié, il ne faut pas prendre le sujet à la légère pour autant. Exactement. Jean-Yves, merci. Merci Isor.
Quant à vous, j'espère que vous en savez désormais plus sur l'esprit de cette réforme et pour maîtriser le sujet dans son intégralité, n'hésitez pas à consulter l'ISF après la réforme, édité aux éditions Francis Lefebvre, un ouvrage à jour au 1er février 2012. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.